terminer avec un point essentiel nous avons parlé du poids en termes de mortalité. On l'a vu tout à l'heure avec Ebola et les hécatombes qu'on a eues avec la Covid. Mais aussi, il y a un poids certain au niveau des ressources des pays. Ces maladies émergentes, réémergentes, ces épidémies, ces pandémies, la montée de l'antibiorésistance a un coût certain en termes de consommation du produit intérieur brut, en termes d'économie de santé, et c'est des ressources perdues. Nous allons donc terminer avec le concept One Health, l'apport de l'épidémiologiste et de l'épidémiologie de l'économie de la santé. Quelles sont les opportunités pour la santé? Et j'invite le professeur Jafar Heikel, que nous aimons tous, que je remercie de s'être déplacé pour nous s'associer à notre table ronde. Je rappelle qu'il est médecin épidémiologiste, spécialiste en maladies infectieuses, en économie de la santé, et que c'est un expert international en santé. Il est président du Centre d'études et d'analyse en épidémiologie de système santé. Je te passe la parole. Je sais que tu vas pouvoir respecter le temps et que tu vas nous faire passer beaucoup de messages. C'est simplement par rapport à la deuxième table ronde qu'il va y avoir. Mais tu as tout le temps pour nous remettre les pendules à l'heure en terre avec ce regard que nous te connaissons. À toi la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, merci infiniment à mes consoeurs et confrères pharmaciens. Merci beaucoup, Younes, pour ton invitation. Et je suis heureux et toujours honoré de partager ces moments avec mes confrères et mes consoeurs pharmaciens. Je vais effectivement vous parler donc un peu d'économie et d'épidémiologie. Vous savez, avec tout le respect que j'ai pour les politiques, des fois, pour convaincre les politiques, il faut leur parler d'argent. Je sais que dans la santé, on n'aime pas tellement ça, Madame la Ministre, mais des fois, il faut leur dire combien ça coûte. Et on arrive à convaincre le ministre des Finances très souvent pour influencer le chef de gouvernement, pour influencer le ministre de la Santé. Donc, je ne vais pas revenir sur les concepts de combien il y a de maladies, de zoonoses. Vous savez depuis quand existent les zoonoses? Les zoonoses existent depuis qu'il y a l'être humain sur Terre. Donc, ce n'est pas nouveau. Et le concept One Health n'est pas nouveau aussi. On pense que c'est nouveau, mais il existe déjà depuis le début des années 2000 et même bien avant. Et même bien avant, lorsqu'il y a eu des études épidémiologiques qui ont démontré le rapport entre les humains et les animaux. Donc, ce n'est pas quelque chose, un concept nouveau, mais c'est à la mode. Et tant mieux. Et tant mieux que ça soit à la mode, on va voir pourquoi. Alors, évidemment, on parle donc de l'homme, de l'environnement, donc des animaux, mais c'est une interaction. L'homme agit sur l'environnement et agit également sur les animaux et vice-versa. On a l'impression que les zoonoses, c'est quelque chose qui est transmis des animaux à l'homme, et qu'il n'y a pas d'autres flèches dans le sens inverse. Or, il y a les flèches dans les sens inverses. Regardez, cette slide est assez intéressante. Vous voyez le côté rouge qui est le sommet qui concerne le côté humain. Mais bien avant le côté humain, eh bien, notre environnement est extrêmement touché, joue un rôle extrêmement important dans le déterminisme des maladies. Il y a à peu près 1,7 million de virus qui vont arriver à partir donc des animaux et donc, que nous ne connaissons pas tous et qui vont nous concerner. Alors les zoonoses, on a parlé de la Covid-19, on va en parler dans quelques instants, mais vous allez voir, il ne faut pas s'étonner si dans les prochaines années, on a encore d'autres maladies. Donc pensez que ça va arriver et que ce n'est pas quelque chose qui est terminé, bien au contraire, parce que nous touchons à notre environnement et ça c'est classiquement aujourd'hui clairement établi. 50% donc des pathologies sont aujourd'hui interrelations entre humains et animaux. Au moins 50% clairement déterminés. Alors je ne reviendrai pas sur les différents chiffres parce que les chiffres ont un intérêt d'un point de vue donc statistique, c'est très bien, mais il faut essayer d'analyser leur impact. En quoi ça nous concerne, à part le côté maladie, à part le côté morbide, à part le côté épidémiologique, est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences? Et la preuve, mes amis, la Covid-19. Quand on a eu la Covid-19, on a parlé également de létalité, de facteurs épidémiologiques, d'incidence, de prévalence, etc. Mais est-ce que vous savez que la Covid-19, son impact, c'est de moins 45% d'utilisation des services de santé pour les maladies chroniques. Tout à l'heure, notre confrère donc, canadien parlait de l'impact des maladies non transmissibles. Et au Maroc, 80% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Ce n'est pas les maladies infectieuses qui tuent les Marocains. 80% sont dus aux maladies non transmissibles. Donc, ce sont des chiffres qu'il faut absolument garder
à l'esprit. Cette étude est très intéressante parce qu'elle a montré que depuis 1970, c'est-à-dire depuis 50 ans, regardez, 335 maladies nouvelles considérées comme étant donc des zoonoses. 335 maladies nouvelles. Et pourtant, de plus en plus, nous avons des capacités donc, diagnostiques. Et vous connaissez beaucoup donc, de zoonoses, mais regardez au cours des 50 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé. Au Maroc, on a aussi travaillé sur ces concepts. Il y a l'Institut royal des études stratégiques qui a fait pas mal de choses, qui a eu des journées donc, de réflexion. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel les Marocains n'ont pas travaillé. On y a réfléchi au plus haut niveau donc, de l'État et également dans des organismes, des institutions extrêmement sérieuses. La dernière, c'était en juillet 2022, une réunion de l'Institut royal des études stratégiques uniquement sur le concept One Health. Énormément de rapports techniques, donc de l'OMS, de la Banque mondiale, donc d'énormément d'organismes, d'institutions, de chercheurs, de CHU, des facultés donc, de médecine. Mais encore une fois, mes confrères en parlaient tout à l'heure, si nous n'impliquons pas les autres intervenants importants, qui sont les pharmaciens, les vétérinaires, etc., eh bien on risque de passer à côté. Vous savez combien il y a de facultés de médecine vétérinaire au Maroc ? Combien, à votre avis, il y a de facultés de médecine vétérinaire au Maroc ? Combien? One Health, One Faculty. Ça vous montre l'importance de tenir compte de la médecine vétérinaire. C'est important également si vous voulez parler donc, de ces concepts. Alors, une seule santé, mais les déterminants de la santé, on le sait tous. Mes amis canadiens ont beaucoup travaillé sur ça dans les années 70 et 80. Les déterminants sociaux donc, de la santé, les déterminants environnementaux donc, de la santé, ce n'est pas des concepts nouveaux, mais c'est des concepts dont aujourd'hui on tient de plus en plus compte, parce que vous allez voir pourquoi. Ça coûte. Et regardez, mes amis, deux chiffres importants. Le premier chiffre, c'est celui des zoonoses qui nous coûterait aujourd'hui 100 milliards donc, de dollars. La Covid-19, c'est 9 000 milliards de dollars. 9 000 milliards de dollars que ça nous coûterait une zoonose, avec son impact social et économique. 9 000 milliards de dollars. Et ça fait prendre conscience, ça fait bouger de plus en plus donc, les politiques. Alors, l'émergence des zoonoses, regardez depuis les années 20, encore une fois, l'infection à VIH, aujourd'hui, on sait qu'il y avait des sérotests qui étaient positifs, ce n'est pas en 1981, on sait que depuis plusieurs années, ces pathologies donc existaient et qui étaient des zoonoses, au même titre que la toxoplasmose, au même titre que Ebola, au même titre qu'un certain nombre donc, de pathologies. Et on est arrivé en 2020, Covid-19, et les années à venir peuvent aussi nous réserver des surprises. Dieu nous en préserve, bien évidemment, mais il faut savoir que c'est quelque chose avec lequel il va falloir s'habituer à vivre. Vous avez vu pour le SARS-CoV-2 l'histoire des visons. Vous vous rappelez, en France, on en a parlé un peu partout, et on a été obligé de faire un abattage extrêmement important pour essayer donc de limiter la casse, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez combien ça a coûté? Est-ce que vous savez à un ordre de grandeur combien ça a coûté, cette opération? C'était pour dire attention, dans le Nord, il faut faire attention, c'est probablement dû au vison. Ça a coûté, mes amis, 28 milliards d'euros. 28 milliards d'euros. Je vous rappelle que le budget du ministère de la Santé au Maroc est de 28 milliards donc, de dirhams, et que si on tient compte donc, d'un certain nombre donc, de zoonoses, vous allez voir que l'impact est extrêmement important. Alors, je voulais insister sur ça, c'est pour vous montrer que l'interaction, elle va dans tous les sens, et que de plus en plus, ça va nous coûter extrêmement cher. Et c'est un moyen extrêmement important pour convaincre les politiques. Et tous mes confrères, et Madame la ministre, et Madame également la ministre Kolsek en a parlé, c'est extrêmement important, l'engagement au plus haut niveau, parce qu'aujourd'hui, ça coûtera donc de plus en plus cher. À chaque fois qu'une zoonose va apparaître, elle aura un certain nombre donc, d'implications. Alors, je ne reviendrai pas sur les modèles. Je vous ai dit, les modèles existent depuis l'année 2000. On les connaît, on connaît tous donc, les déterminants, mais il faut également, surtout, analyser les conséquences. Et là, encore une fois, les modèles, c'est bien. C'est de la théorie, c'est super, on sait comment c'est, et il faut absolument tenir compte de l'environnement, du social, de l'économique, de l'emploi, de l'approche genre. Tout ça, on le sait. Rien de nouveau. Mais le problème, ce n'est pas la connaissance, c'est la mise en œuvre donc, de tous ces éléments à des fins donc, de prise de décision dans l'intérêt de la santé des populations, et des populations humaines,
et des populations animales. Sans que nous parlions également donc de la flore également, parce qu'on parle de l'animal, on parle de l'homme, mais il faut parler également donc de l'environnement. Alors, regardez les pertes. Maintenant, on va parler un peu argent, je m'en excuse, on va parler un peu argent et regardez uniquement dans cette première période, 97 donc 2009, 80 milliards de dollars d'impact. La grippe, vous connaissez la grippe saisonnière, la grippe classique. Regardez donc l'impact, 71 millions donc de décès et 3 000 milliards donc de dollars et 4,8% du PIB mondial. L'échinococcose qu'on connaît tous, le kyste hydatique, dont vous avez tous entendu parler, je vous donne quelques exemples, c'est 1,5 million d'années de vie en bonne santé perdues et 2 milliards de dollars perdus en bétail. Ça, c'est un premier exemple. Et là, je vous ai donné les dernières publications sur différents pays qui ont eu des actions par rapport aux zoonoses. Et qu'est-ce que ça a coûté? Le premier exemple que j'ai entouré en rouge, c'est celui du Tchad, et montrer l'importance donc de faire des mesures préventives, ou l'importance donc de la vaccination, ou l'importance des mesures préventives, ou l'importance des mesures politiques. Quand je parle de mesures politiques, c'est par exemple un confinement, c'est par exemple des mesures barrières, c'est par exemple la fermeture de frontières. Eh bien, quand vous prenez ce genre de décision, ça a un impact évidemment sur la santé, ça a un impact social, mais également ça a un impact économique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu par exemple pour la Covid, 9 000 milliards donc, de dollars. Je ne parlerai pas des chiffres marocains en termes de perte d'emploi, en termes de perte donc, du PIB. Ça s'est passé partout dans le monde et le Maroc a extrêmement bien géré la crise, Dieu merci, orientation royale forte, décision donc du gouvernement, mobilisation des professionnels de santé. Parmi eux, d'ailleurs, les pharmaciens, qu'il faut remercier et applaudir, parce que les pharmaciens, aux côtés des médecins, ont joué un rôle extrêmement important dans le contexte marocain. La toxoplasmose, vous connaissez la toxoplasmose? La toxoplasmose, c'est aussi une zoonose. La toxoplasmose. Et vous la connaissez, Tous les gynécologues la connaissent, tous les médecins généralistes, les femmes enceintes également. Eh bien, l'impact donc des zoonoses, pour que vous ayez un ordre de grandeur, pour chaque année, c'est à peu près 10,5 millions de dollars par année. Uniquement la toxoplasmose. Pour vous donner un ordre de grandeur. Je vais vous donner également une maladie qui peut sembler pour certains pays qui existent, la rage. La rage. Je ne parle pas que de rage animale, mes amis, je parle de rage humaine. Il y a encore quelques cas dans certains pays. C'est rare, Dieu merci au Maroc, on s'est beaucoup amélioré. Et il y a des fois, de temps en temps, des cas de rage humaine. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça coûte pour la prévention et par rapport à la lutte contre les zoonoses. Par exemple, pour la rage, pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est à peu près 4 700 $ par animal. Que ça coûte 4 700 $ pour que vous ayez un ordre de grandeur. Alors, il y a une très très belle étude que, si vous avez le temps à lire, de l'université Warwick en Angleterre, extrêmement intéressante sur le concept de One Health, mais dans une approche coût-bénéfice. Et c'est très intéressant, si vous avez le temps donc de la lire, elle vous donne pour toutes les pathologies, finalement, en fonction donc des interventions qu'on va faire, combien ça nous coûterait. Alors, quelques chiffres encore une fois, et c'est mon rôle aujourd'hui de vous donner surtout des chiffres, parce que c'est ce qui peut faire bouger encore plus donc, les politiques. Regardez donc, par exemple, chez les pays pauvres, si on regarde que les pays pauvres, sur les maladies, ce qu'on appelle les toxi-infections alimentaires, par exemple, eh bien, c'est 110 milliards donc, de dollars. 110 milliards donc, de dollars. Au niveau donc, des pays pauvres, et si vous voyez, par exemple, en matière de décès, uniquement pour la malaria, par exemple, eh bien, regardez, on est à 2,7 milliards de dollars. Alors, tous les intervenants avant moi, et Madame la doyenne, le professeur Hassouni, ont bien insisté. Si vous n'avez pas la bonne communication, si vous n'avez pas la bonne collaboration, si vous n'avez pas donc les bonnes décisions, eh bien, on va continuer à faire des forums comme cela, très intéressants, intellectuellement extrêmement intéressants. Mais si sur le terrain, il n'y a pas de réelle collaboration intersectorielle, et on l'a vu dans beaucoup de pays, y compris au Maroc, dans la lutte contre la Covid-19, si on ne travaille pas ensemble, si les différents ministères ne travaillent pas ensemble, eh bien cette approche, ça sera une approche, encore une fois, intéressante, théorique, intellectuellement sympa, mais on n'ira pas plus loin. Parce que regardez le phénomène, comment il est. En perpétuelle progression. Regardez. C'est impressionnant.
C'est quasiment chaque année, vous allez avoir des maladies émergentes ou réémergentes. Ce n'est pas nouveau, hein? Et ça ne va pas s'arrêter. Les flux populationnels, chaque année, vous avez à peu près 1,3 milliard de voyageurs internationaux qui communiquent entre eux. Chaque année, 1,3 milliard. Donc, ça ne va pas s'arrêter, mes amis. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas une approche qui est intégrée, qui est réfléchie, de planification, eh bien, je crois qu'on risque malheureusement de ne pas avoir les résultats escomptés. Et regardez, quand vous agissez vite, vous vous rappelez donc de la fameuse montagne rouge que je vous ai montrée tout à l'heure, elle était importante, elle était grande, qui touchait l'humain. Regardez que si vous agissez le plus rapidement en amont, avec une collaboration intersectorielle, regardez, cette montagne rouge ne va pas disparaître. Hein, je vais vous mentir si je vous dis que ça va disparaître, c'est quasiment impossible, mais par contre, elle va être réduite donc de façon importante. Et ce qui me permet de faire la transition avec ce qu'a dit le représentant de M. le ministre de la Santé, la notion de réduction des risques en santé, eh bien, c'est une forme, effectivement, de réduction des risques en santé. Et voilà l'exemple typique. L'exemple typique, regardez avec le coût du contrôle des zoonoses, plus vous tardez à contrôler, regardez, depuis l'animal jusqu'à l'homme, plus vous tardez, plus les coûts explosent. C'est-à-dire, si vous arrivez trop tard pour faire le contrôle, si vous arrivez trop tard pour faire les mesures préventives, si vous arrivez trop tard pour la prise en charge, eh bien, regardez, vous passez, pour que vous ayez un ordre de grandeur, de 1 $, pour que vous ayez un ordre de grandeur, à 3 800 $. De 1 fois 3 800, ce que ça coûterait à une société, à un pays ou au monde, si on a ce décalage aussi loin, 1 fois 3 800. En synthèse, je crois, encore une fois, et je ne vais pas insister, je crois que M. le sous-ministre a parlé également donc de la résistance. Là aussi, le contrôle à ce niveau-là est important. Tous les éléments qui sont sur cette slide doivent être considérés, bien évidemment. C'est énormément de travail, c'est énormément de collaboration. Il n'y a pas de solution, vous mentirez. Hein. D'ailleurs, n'importe quelle politique qui vous dirait ouais, c'est très simple à résoudre, les enjeux sont économiques, ils sont sociaux, ils sont politiques également. Donc il ne faut pas, nous, ici dans cette salle, on est des scientifiques. On est des conseillers, on peut donner, on peut imaginer, on peut recommander, mais in fine, les décisions reviennent aux politiques. Et les politiques, il faut que nous leur donnions le maximum d'éléments pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Si vous n'agissez pas, mes amis, le coût global de base, si maintenant on décidait, OK, avec les zoonoses qu'on a aujourd'hui, et on ne fait rien, on continue à fonctionner normalement, bien mes amis, ça nous coûterait 570 milliards de dollars par an, pas sur 100 ans. Par an, si aujourd'hui on décide en 2023, OK, avec ce que nous avons, on est bien, on ne bouge pas, on ne fait rien. Ben, c'est 570 milliards de dollars qu'il faudra assumer, ou alors c'est 0,7% du revenu global mondial. Réfléchissez à ce chiffre, c'est extrêmement important. Bien sûr, c'est jamais trop tard, il faut que je termine avec une note optimiste, je ne vais pas terminer avec une note pessimiste. Bien sûr, donc c'est pas trop tard, bien que certains vont dire, bon, franchement, ça y est, l'humanité est terminée. Non, pas du tout. C'est pas du tout trop tard. Mais disons qu'on n'est pas en avance. Disons qu'il faut aujourd'hui reconnaître qu'il y a des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont peut-être pas pu être faites. Ben, ce n'est pas grave. Ben, on les fait aujourd'hui, mais il faut le faire dans le cadre d'une honnêteté intellectuelle et de dire aujourd'hui, ça coûterait trop cher de ne rien faire. Et pour terminer, et encore une fois, c'est un petit clin d'œil aux politiciens. Des fois, les politiciens ne m'aiment pas beaucoup. Je m'en excuse par avance. Et je termine par cette phrase. Il dit, bon, il faut sauver la planète, mais sans contrarier le système qui la détruit. Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que moi, j'en ai pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jafar Haïkel, pour nous avoir vraiment interpellés sur le poids économique pour les économies. Nous avons eu l'honneur d'avoir notre confrère Jafar Haïkel avec ses triples casquettes d'infectiologue, d'épidémiologiste, d'économiste de la santé et de poser les vrais problèmes de cette problématique. Alors je clôture donc cette table ronde